l'usine General Electric qui n'est pas autour de la table aujourd'hui, mais vous allez peut-être pouvoir nous en parler, Mathias Tavel, puisque c'est dans votre circonscription. Aujourd'hui, donc, c'est le chômage, si j'ai bien compris, prévaut. Quelles sont les réactions? Quel est votre point de vue par rapport à ce que vient d'évoquer Monsieur Petit, notamment sur le soutien qu'on peut apporter à cette filière de fabrication des turbines en mer? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, je crois que ce sera assez convergent avec ce qui vient d'être dit. On a, pour ce qui est de la circonscription dont je suis l'élu, celle de Saint-Nazaire, d'abord une volonté qui est d'assumer le besoin de développement des énergies renouvelables et de l'éolien en mer, de le dire, de le revendiquer et que ce soit entendu partout, y compris peut-être par ceux qui hier n'ont pas eu les propos qu'on aurait pu attendre sur cette question-là. C'est pour nous une fierté. Il faut aussi le dire, c'est une fierté d'avoir eu le premier parc au large, c'est une fierté de voir les sous-stations au chantier de l'Atlantique, c'est une fierté de voir les projets qui sont engagés par le port pour permettre le développement demain de plus grandes installations. C'est une fierté d'avoir cette usine sur notre circonscription, sur notre territoire, et de vouloir l'aider, l'accompagner, la développer, la conforter et non pas l'affaiblir. Qu'est-ce qui nous est aujourd'hui dit? Plusieurs choses. D'abord, on est face... C'est un peu l'expression d'un des syndicalistes de General Electric, justement. Il nous dit on a une falaise. On a un carnet de commandes jusqu'en 2027 et après, rien. Donc, première étape, il faut être capable de transformer cette falaise en canyon, c'est-à-dire créer le fait qu'il y a un carnet de commandes après. Ça passe évidemment par tout ce qui a été dit sur la planification, la loi de programmation en général, la programmation pluriannuelle évidemment, la planification maritime, les cartographies qu'on attend, avec des objectifs pas seulement pour 2025, mais pour 2035, qu'on ne reparte pas sur un décalage dans le temps, avec le fait que c'est bien échelonné progressivement et qu'on n'ait pas 8 gigas à installer en 2 ans après avoir eu de nouveau du retard. Ça passe aussi peut-être par le fait qu'on n'attribue pas l'ensemble de ces 10 gigas sur le même modèle uniquement à un électricien qui ensuite choisira son turbinier et qu'on reprend 4, 5 années de retard, mais qu'on peut revenir pour une partie de cet appel d'offres 10 gigas au modèle initial, c'est-à-dire que dès l'attribution d'une partie de ces 10 gigas, il y a des consortiums électriciens et turbiniers qui permettent de redonner de la visibilité très rapidement, même si la commande est pour plus tard, mais que très rapidement, il y a des engagements qui sont pris. C'est déjà là, voilà comment on recrée comment on transforme la falaise en canyon. Et après, comment on fait le pont au-dessus du canyon. Et c'est une autre étape. Et là, évidemment, la question du soutien public, elle doit être posée. Moi, je l'assume clairement. C'est une industrie de souveraineté. La question de l'industrie des énergies renouvelables en général et de l'éolien en mer en particulier, c'est pas juste une question de libre marché, de libre concurrence. C'est une question de capacité pour un pays à produire les installations de production d'électricité dont il a besoin sur l'enjeu majeur de la décennie, voire du siècle. Et donc, on doit aborder cette industrie de la même façon qu'on aborde l'industrie de défense. Il y a des efforts juridiques, financiers, de localisation qui sont faits pour conserver, renforcer une base industrielle et technologique de défense. On doit avoir la même volonté de construire et de conforter la base industrielle et technologique des énergies renouvelables. C'est à ce niveau-là d'ambition qu'il faut se poser, à mon avis. Aujourd'hui, c'est quand même ce qui se passe avec ce qu'on a entendu, notamment le règlement NZIA, ce genre de choses qui permettent de protéger notre marché. C'est des choses auxquelles, j'imagine, vous êtes sensible? Oui, sensible, mieux vaut tard que jamais. Mais la question du bilan carbone, par exemple, des productions n'est pas suffisant pour être capable de faire face à une concurrence déloyale, comme ça a été dit, notamment chinoise, mais pas seulement. Parce qu'on sait bien que les concurrents chinois seront capables, au moins sur le papier, de présenter des productions qui afficheront un bilan carbone qui répondra aux normes européennes. Peut-être qu'on va gagner 1 année, 2 années, mais pas beaucoup plus. Donc il faut à un moment assumer une question qui est celle, le mot a été dit, de protectionnisme. À l'échelle européenne, il est normal
qu'on soit capable, qu'on se donne les moyens de protéger, d'avoir des critères hors prix beaucoup plus contraignants, d'avoir des critères de localisation. Alors, protectionnisme, c'est moi qui l'ai dit. Hein. Frédéric Petit, lui, il a parlé de concurrence loyale. Oui, mais il n'a pas déjugé. Mais peu importe le mot, pourvu qu'on ait la chose, disons-le comme ça, pour mettre tout le monde à l'aise si vous préférez. Mais il faut assumer. On ne fera pas de l'éolien offshore made in France ou made in Europe à 49 € le mégawattheure. Donc la question du prix comme critère principal dans les appels d'offres doit être revue, très clairement. Et je trouve qu'il y a un paradoxe à venir souvent chercher les filières renouvelables sur les prix, alors que dans le même temps, on considère que 67 milliards d'euros hors coût de financement pour 6 EPR, c'est presque une broutille budgétaire. Évidemment, je le disais ce matin ou hier matin, l'addition salée des renouvelables, non. L'addition salée, c'est pas les renouvelables. Et ça le sera encore moins demain. Donc il faut assumer ça. Il faut aussi assumer des choix de préférence technologiques. Quand on attribue un appel d'offres pour de l'éolien flottant sur un modèle de turbine de 20 MW, je veux froisser personne, mais il est assez probable qu'on attribue directement cet appel d'offres à la Chine. Peut-être qu'on aura de bonnes surprises. Est-ce que, d'un point de vue des choix qui sont faits, c'est un choix pertinent qui est fait pour lier la planification énergétique et la planification industrielle? Bien sûr qu'il faut garder la possibilité de faire appel à des technologies les plus matures, les plus innovantes, etc. Mais il faut aussi assumer, notamment si on doit avoir un appel d'offres de 10 gigawatts, qu'il y a des technologies qui sont là, qu'il y a des technologies qui sont maîtrisées, et que vu l'état de retard qu'on a pris, il faut être capable de faire des projets rapidement, sûrement, et que la robustesse financière et technologique est un critère d'attribution premier, même si c'est pas peut-être ce qui sera le mieux dans 10 ans d'un point de vue technologique, ou que sur le prix c'est un peu plus cher que ce qui serait fait notamment en Chine. Alors je comprends bien votre propos, mais permettez-moi de faire un peu l'avocat du diable, parce que vous dites quelque part finalement qu'à vouloir trop chercher sur le facteur prix, on finit effectivement par laisser la porte ouverte à une concurrence parfois déloyale. En même temps, de l'autre côté, on l'a entendu et ça a été rappelé par la présidente de la CRE, avec l'inflation, aujourd'hui les Français paient plus cher leur énergie que jamais. Comment est-ce qu'on lie les deux bouts finalement? Parce que j'imagine, effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous êtes député LFI, j'imagine que le coût de l'énergie, la précarité énergétique, ça vous parle. Comment est-ce qu'on arrive à faire le lien entre les deux? Évidemment. Mais aujourd'hui, si le prix de l'électricité s'est envolé, c'est pas à cause des technologies des énergies renouvelables. C'est à cause d'un fonctionnement d'un marché européen, ou plutôt d'un dysfonctionnement d'un marché européen qui fait que le prix, y compris de l'électricité produite par des éoliennes ou du photovoltaïque, est indexé sur le prix du gaz. Et que ce système-là n'a pas été revu par la réforme qui a été faite. Donc moi je pense qu'on est tout à fait possible de payer bien pour avoir des filières industrielles, et possible d'avoir un prix réglementé, régulé, pour ne pas dépendre des variations des prix de marché, y compris d'avoir des prix de long terme pour les acteurs industriels qui ont besoin de savoir à combien va leur être vendue leur électricité, pour savoir s'ils investissent pour décarboner tel ou tel élément de leur production, et qui ne peuvent pas juste dépendre comme ça du prix du marché ou du contrat qu'ils auront négocié de gré à gré avec tel ou tel électricien. Donc les deux ne sont pas opposés. Puis il y a quand même une question qui est aussi la sobriété et l'investissement dans la rénovation notamment des logements pour faire baisser les factures. Et cette question-là, ça pose aussi la question des moyens financiers, notamment publics, qui sont consacrés à cette politique-là. Bon, excusez-moi cette petite digression, mais ça me paraissait aussi important de montrer que le tarif auquel est proposé l'éolien aujourd'hui n'avait pas un impact direct sur le prix auquel finalement le particulier en bout de chaîne touche ou paye son électricité.